Bonjour à tous. Alors, après savoir le style d'exercice sur l'immunité antibactérienne extra- et intracellulaire et l'immunité antivirale, on passe maintenant vers les exercices d'application concernant l'immunité antiparasitaire. Mais avant de commencer, je vais faire un petit rappel en général concernant les parasites. Donc, comme les bactéries et les virus, les parasites, ce sont des organismes vivants qui peuvent infecter l'être humain, mais d'une manière accidentelle. Donc, ces organismes peuvent avoir un ou plusieurs hôtes. C'est pour cette raison, dans l'étude des parasites, on parle de la parasitologie, c'est la science qui étudie les parasites. On parle toujours d'un cycle monoxène, hétéroxène. C'est en fait, ça dépend le nombre des hôtes en fait. Si on a un parasite qui affecte une seule hôte, donc c'est un cycle monoxène. Si on a un parasite qui affecte deux hôtes par exemple, on parle d'un cycle dixène. Et on parle dans cette raison d'une hôte définitive qui héberge la forme adulte du parasite. Et on parle d'une hôte intermédiaire qui héberge la forme immature ou bien non adulte de parasite. Parce que les parasites peuvent avoir plusieurs formes, d'accord? Et c'est pour cette raison qu'on a pas mal de réponses immunitaires. Donc, les réponses immunitaires diffèrent en fonction de la forme du parasite. Les parasites, on peut avoir des œufs de parasites, par la suite la larve. Pour cette raison, la réponse immunitaire va être différente contre les œufs par rapport aux larves. Par la suite, cette larve devient un adulte, donc un parasite adulte, et donc on a un autre type de réponse immunitaire, sachant que tous les mécanismes de la réponse immunitaire sont les mêmes, mais il y a un décalage en fait entre les mécanismes du système immunitaire. Et il faut noter bien que ici, lorsqu'on voit, en voyant cette figure, en fait, on peut remarquer que les parasites peuvent avoir plusieurs formes. Pour cette raison, la classification des parasites est très large. Donc, on a par exemple, ici, ce sont les vers. Et les vers sont classés en vers donc grandes, ce sont les nématodes. On a les vers plats, qui sont les platelmintes. Et on a parmi les platelmintes, on a les vers qui sont segmentés, qui sont les cestodes, comme la Taenia saginata. Et parmi cette Taenia saginata, c'est un parasite que tout le monde parle en fait de cette Taenia saginata parce que cette parasite est très fréquemment présent et associé en fait à la pathologie humaine. Donc, cette parasite est présent dans les bœufs, donc au niveau du pied des bœufs. Donc, c'est ça. Donc, la bœuf, c'est l'hôte, en fait, primordial de cette parasite. Et lorsque l'homme, donc, mange de la viande de bœuf mal cuit, d'accord, donc, il peut être infecté accidentellement par ce parasite et peut héberger en fait le parasite pendant plusieurs années. C'est pour cette raison que les parasites sont caractérisés par une forte adaptation avec l'hôte. Et on a ici par exemple les insectes. Les insectes aussi sont classés parmi les parasites. D'accord? Donc on commence par les exercices. Donc, les parasites sont intracellulaires obligatoires, peuvent être extracellulaires ou intracellulaires, sont eucaryotes, sont de petite taille. Donc, les propositions justes sont B et C. Les parasites sont classés en protozoaires et métazoaires. Les protozoaires sont des parasites pluricellulaires, c'est-à-dire qu'ils sont formés par plusieurs cellules. Les métazoaires sont des parasites unicellulaires, comme les bactéries, c'est-à-dire une seule cellule, peuvent avoir une relation stable avec l'autre, forte adaptation. Donc, les propositions justes sont uniquement A et D.
Ici, c'est l'inverse en fait, parce que les métazoaires sont des parasites pluricellulaires et les protozoaires sont des parasites unicellulaires. Les parasites peuvent avoir une ou plusieurs hôtes, déclenchent des réponses immunitaires différentes en fonction du stade du parasite, ne peuvent survivre que dans une cellule cible, infectent l'homme uniquement. Donc, sachant que les parasites infectent aussi les animaux, par exemple le chien. Donc là, les propositions justes sont A et B. Les protozoaires, maintenant, sont des parasites unicellulaires, sont intra- ou extracellulaires, ne sont pas immunogènes, peuvent provoquer un affaiblissement de l'hôte. Donc, les propositions justes sont A, B et D. Donc, les protozoaires, ce sont des parasites unicellulaires qui peuvent être extracellulaires ou intracellulaires. Parmi les parasites extracellulaires, on a l'amibe, paramécie, l'ascaris, les helminthes, qui sont des vers, les parasites intracellulaires qui infectent nos cellules, Plasmodium qui infecte les globules rouges, Leishmania qui infecte les macrophages, Toxoplasma qui infecte toute cellule nucléée et Trypanosome. Les protozoaires extracellulaires peuvent être éliminés par phagocytose, sont éliminés surtout par les cellules cytotoxiques, sont capables d'activer les LB pour produire les anticorps. Les barrières naturelles ne peuvent pas empêcher leur pénétration. Donc, dans le cas d'un germe extracellulaire, le principal mécanisme mettant en jeu, c'est la phagocytose. C'est le premier mécanisme, en fait, contre les germes extracellulaires, dont les protozoaires. Donc, les protozoaires extracellulaires peuvent être éliminés par phagocytose et sont capables d'activer les LB pour produire les anticorps. Donc, pour les germes extracellulaires, toujours, on a la réponse à médiation hummorale très importante par rapport à la réponse à médiation cellulaire. Les protozoaires intracellulaires infectent toutes les cellules de l'organisme sauf les cellules immunitaires, sont plus difficiles à éliminer par rapport aux protozoaires extracellulaires, induisent une réponse immunitaire qui ressemble à celle induite par les bactéries intracellulaires, sont éliminés principalement par les anticorps. Donc les propositions justes sont B et C. Les protozoaires intracellulaires ressemblent aux bactéries intracellulaires et aux virus, bien sûr, parce qu'il s'agit des organismes infectant les cellules. Et donc, bien sûr, ici, la réponse cellulaire est très importante par rapport à la réponse immorale. Et donc, normalement, ici, les protozoaires intracellulaires sont éliminés principalement par les cellules cytotoxiques pour l'immunité adaptative, par les NK et les lymphocytes gamma-delta pour l'immunité innée. Les helminthes, maintenant, sont des parasites pluricellulaires, sont éliminés par phagocytose, peuvent présenter plusieurs stades de développement, œufs, larves, vers adultes, causent les helminthiases. En fait, juste un rappel ici avant de passer vers les helminthes, pour les protozoaires intracellulaires, j'ai par exemple ici donc un parasite qui possède deux formes, une forme promastogote et une forme amastogote au niveau des macrophages. C'est le cas de Leishmania. Les Leishmania, c'est un protozoaire intracellulaire infectant les macrophages. Donc, avant d'infecter la cellule, il possède la forme promastogote. Une fois que ce protozoaire infecte le macrophage, il possède une forme amastogote. Donc, revenons ici aux helminthes. Ici, les helminthes, c'est comme la ténia, par exemple. Donc, normalement, est-ce que un ténia peut être en fait éliminé par phagocytose? Non, c'est pas le cas. Et qui sont responsables des helminthiases, d'accord? Par exemple, aussi, on a l'ascaris, l'imbriquite, qui
provoque l'ascardiose, ténia sodium qui provoque téniasis. Donc, les propositions justes sont A, C et D. Donc, toutes les maladies provoquées par les helminths, le groupe des maladies en fait, provoquées par les helminths, c'est donc les helminthiases. Et selon le nom en fait, ou bien le genre du helminth, donc la maladie diffère. Pour l'ascaris lymphoïde, on a l'ascardiose. Pour la ténia sodium, on a les téniasis. Mais l'ascardiose et les téniasis sont des helminthiases. Bon, je prends comme exemple le cycle parasitaire de Taenia saginata. Donc ici, au début, donc les œufs ou progletiques gravides sont présents dans les selles, par exemple, et sont disséminés dans l'environnement. Les bovins s'infectent en ingérant la végétation contaminée par les œufs ou les progletiques gravides. Dans cette hôte intermédiaire, les œufs éclosent dans le tube digestif des bovins, libérant ainsi les oncosphères. Ceux-ci traversent la muqueuse intestinale et migrent via la circulation générale vers les muscles du bovin. Au niveau des muscles, les oncosphères se développent en cysticerque. C'est une forme larvaire en fait de ce parasite, les cysticerques. Par la suite, en ingérant la viande de bovin mal cuit, l'homme peut être infecté par ces cysticerques qui sont présents dans les muscles. Au niveau du tube digestif de l'hôte définitif qui est l'homme, le scolex de Taenia saginata s'accroche à la paroi intestinale. Le ver adulte se développe dans l'intestin. Par la suite, expulsion des œufs au niveau des selles et le cycle recommence. Croc. Donner les mécanismes de la pathogénicité des parasites. Tout d'abord, la spoliation. Cas du parasite digestif, comme les ankylostomes qui causent une anémie par spoliation des globules rouges, exploitation des globules rouges, infection des globules rouges, c'est ça en fait la spoliation. Traumatisme et point de départ de surinfection, comme le cas d'amibes du côlon qui provoque l'inflammation, l'érosion, ulcération muqueuse, siège de surinfection bactérienne et d'abcès amibien en bouton de chemise. Mécanique. Rupture des cellules infectées, hémolyse de globules rouges infectés par le plasmodium, ce qui provoque une anémie, occlusion intestinale par un amas de verre, cas d'ascaris. Toxicité. Toxicité locale et toxicité générale. La toxicité locale, induite principalement par les amibes histolytiques, abcès. Toxicité générale, il s'agit d'un type de fièvre, prurie à distance. L'action immunodépressive du parasite sur son hôte. Paludisme, bilharziose, leishmaniose. Ce sont les maladies causées par, respectivement, plasmodium, ankylostome et leishmania. Mécanisme allergique. Encéphalite allergique fatale si lyse massive du parasite par un traitement trop agressif. Mécanisme immunopathologique, formation d'un granulome inflammatoire, fibrose hépatique en cas de bilharziose par exemple. Citez les principaux mécanismes impliqués dans la défense antiprotozoaire. Cas des protozoaires extracellulaires. Donc, les mécanismes cellulaires et hémoraux non spécifiques, c'est l'immunité innée en fait. On a la phagocytose médiée par les macrophages et les polynucléaires neutrophiles, l'activation du complément, voie classique et alterne, la production des cytokines pro-inflammatoires. Pour les mécanismes cellulaires et hémoraux spécifiques, la production d'anticorps par les LB, les IgG et l'IgA principalement, la voie TH2, les TH2 produisent l'interleukine 4, 5, 10 et 13. Pour les protozoaires intracellulaires, les mécanismes cellulaires prédominent les mécanismes hémoraux.
Les mécanismes cellulaires non spécifiques. On a la liste des cellules infectées par les INCA, la production des cytokines, principalement l'interféron gamma, qui amplifie l'activité des cellules immunitaires, surtout les macrophages. Pour les mécanismes cellulaires spécifiques, on a la liste des cellules infectées par les lymphocytes T cytotoxiques, par ADCC, la voie TH1, l'interféron gamma, l'interleukine 2. Rappel. Ici, l'immunité spécifique contre les parasites. Pour les parasites intracellulaires comme Leishmania, Toxoplasma gondii, Trypanosoma cruzi, Plasmodium falciparum, donc c'est l'immunité cellulaire. Donc grâce aux cytokines TH1, l'interleukine 2 et l'interféron gamma, on a une forte activité des lymphocytes CD8+, qui se différencient aux lymphocytes cytotoxiques, qui permettent la lise des cellules infectées par ce parasite intracellulaire, soit par l'ADCC, soit par les mécanismes naturels de la toxicité, cytotoxicité, comme la voie de perforine et chronzine. Pour les parasites extracellulaires, cas de Trypanosoma brucei, les helminthes, les amies, on a l'immunité immorale qui est amplifiée en présence des cytokines TH2, l'interleukine 4 et l'interleukine 5 qui orientent la commutation de classe d'immunoglobulines, mais aussi qui amplifient l'activité des LB et leur différenciation en plasmocytes et en cellules mémoire. Donc, un autre rappel concernant en fait la polarisation donc de TH0 vers les différents états fonctionnels. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la réponse immunitaire antiparasitaire. Donc, c'est la voie TH2 qui prédomine en présence de ces cytokines. Citer les principaux mécanismes impliqués dans la défense anti-helminthe maintenant. Bien sûr, les helminthes, c'est comme les vers, comme la Taenia saginata. Donc, ce sont des mécanismes cellulaires non spécifiques. On a les polynucléaires neutrophiles, les polynucléaires basophiles, les polynucléaires éosinophiles principalement. Les mécanismes cellulaires et humoraux spécifiques, donc les helminthes sont capables d'activer de plus en plus la réponse immunitaire adaptative. Donc, la réponse immunitaire innée est vraiment négligeable en cas des helminthes. J'ai bien sûr la réponse immunitaire innée, mais rapidement, la réponse immunitaire adaptative s'active. Donc, la protection d'anticorps par les LB d'isotype IgE, la voie TH2 qui permet en fait la commutation de classes d'immunoglobulines vers les IgE en présence de l'interleukine 4 et 5, la voie TH17 aussi, les TH17 qui produisent l'interleukine 17, 21, 22, mais en cas de pathologie sévère. La DCC qui est médiée par les polynucléaires basophiles, les mastocytes et surtout les polynucléaires éosinophiles. Donc voilà en fait comment. Donc au début, j'ai une cellule présentatrice d'antigènes. Bien sûr, la cellule présentatrice d'antigènes ne peut pas donc faire la phagocytose de l'helminthe en fait. D'accord, c'est plus grand. Donc le ver est plus grand. On ne peut pas donc faire la phagocytose de ce ver. Mais parfois, le ver peut donc extraire des œufs, par exemple. Et dans ce cas-là, donc la cellule présentatrice d'antigènes, elle va capturer ces œufs, en fait, et puis elle va présenter les peptides antigéniques aux lymphocytes T naïfs. Et en présence de l'interleukine 4 surtout, on a la polarisation vers TH2 qui produisent l'interleukine 4 et l'interleukine 5. Bien sûr, le lymphocyte B peut reconnaître des motifs associés au ver, aux helminthes, c'est-à-dire parce que ne dépend pas d'une présentation antigénique, d'accord? Et donc, il s'active. Mais en présence d'un interleukine 4, on a la commutation de classe d'immunoglobulines vers les IgE. Sachant que les IgE possèdent des récepteurs respectivement à la surface des mastocytes qui sont des polynucléaires basophiles résidents et aussi à la surface des polynucléaires éosinophiles.
Et donc, ces récepteurs, ce sont les FC epsilon R2 ici et le FC epsilon R1 à la surface des polynucléaires éosinophiles. Et donc, une fois que les EGE se fixent sur les cellules cibles qui présentent leurs récepteurs, il va se fixer par la suite sur le parasite. Cette fixation induit l'activation de la cellule et donc la dégranulation, la libération de contenu cellulaire. Le même cas ici pour le polynucléaire éosinophile, et donc l'activation se fait principalement en présence de l'interleukine 5 et donc la dégranulation aussi de ces polynucléaires éosinophiles. C'est ça en fait, c'est la DCC médiée par des anticorps. D'accord? C'est pour cette raison que la DCC n'est pas spécifique uniquement aux lymphocytes cytotoxiques ou aux naturels killers ou aux macrophages aussi. Ce sont des cellules cytotoxiques, c'est vrai, mais aussi elle peut être médiée par les polynucléaires basophiles et par les polynucléaires éosinophiles en cas de défense anti-helminthiase. Donc, c'est pour cette raison qu'en cas de maladie donc associée à Taenia saginata, par exemple, on peut remarquer une hyper-éosinophilie. Mais ce n'est pas spécifique parce que les éosinophiles donc, peuvent être augmentés aussi en cas des allergies. Donc, il faut faire d'autres tests pour s'assurer est-ce qu'il s'agit d'une atteinte parasitaire ou bien allergie. D'accord? Voilà. Voilà, donc j'ai fini cette vidéo. J'espère que c'était clair pour tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, s'il vous plaît, de les noter dans les commentaires et je vais essayer de répondre. Pas de souci. Merci.